Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par la communauté de pratique d'IA en santé, de la recherche à l'application, avec l'appui de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM. Mon nom est Mariam Abid. Je suis membre de l'équipe organisatrice de la communauté et j'anime cette rencontre aux côtés de mes collègues Alejandro, Kahina, Pascal, Amal et Anthony. Nous avons l'honneur d'avoir Dr Christina Kneissar, professeure en informatique de la santé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Dans sa recherche, elle s'intéresse particulièrement à la modélisation de bases de données temporelles, les langages de définition et d'interrogation de bases de données à l'aide d'ontologie, l'analyse et raisonnement temporel, la génération de graphes de connaissances et d'intégration de données pour les systèmes de santé apprenants. Présentement, co-titulaire de la chaire en numérique de la santé du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, ses travaux se focalisent sur l'élaboration des méthodes de construction de modèles de données historisés pour des systèmes de santé apprenants. Dr Kneissar nous présentera ses travaux durant cette conférence. Dr Kneissar n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer. À la fin, nous aurons une session d'échange et de discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat durant les présentations. Sans plus tarder, merci d'accueillir notre conférencière. Dr Kneissar, à vous la parole. Ouais, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'équipe organisatrice de l'invitation, puis toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous présenter aujourd'hui une présentation très introductive de mes travaux de recherche qui consiste à vraiment définir des modèles de données historicisés pour les systèmes de santé apprenants. Donc, je vais commencer par faire un petit contexte brièvement, parce que si vous êtes dans le domaine de la santé, vous allez connaître beaucoup de choses que je vais vous présenter dans quelques minutes. Ensuite, je vais passer directement au cœur du sujet, vous présenter c'est quoi un modèle de données et comment on fait son historicisation. Et ensuite, je vais juste finir très brièvement sur mes travaux futurs avec les perspectives de mes travaux qui sont basés sur ces modèles-là. Donc, pour commencer, donc, le contexte, nos données, que ce soit des données de santé ou d'autres choses, sont partout. Donc, ils existent à plusieurs endroits à tout moment. Donc, entre autres, on a beaucoup maintenant de données qui sont générées tous les jours de nos maisons intelligentes grâce à des capteurs, à différents types de capteurs. On a même notre propre voiture, les dernières versions des voitures, ils peuvent aussi générer des données sur comment on conduit durant des longs trajets. On a aussi toutes les données de tous les achats aux épiceries grâce aux données de fidélité. On a des données génomiques, on a des données dans les salles d'opération, on a des données de santé même dans nos montres maintenant, dans nos téléphones, dans nos courriels, etc. Donc, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Donc, toutes ces données-là sont éparpillées, puis ils sont générés à différents moments dans le temps. Et surtout, ils peuvent évoluer. Donc, ce qui m'intéresse principalement, c'est de comment pouvoir utiliser toutes ces données-là qui existent partout dans des études cliniques ou dans des algorithmes d'intelligence artificielle. Surtout qu'on a principalement deux défis. Ces données sont distribuées, donc ils sont à différents endroits, ils ne sont pas nécessairement à une seule place. Et ces données-là vont évoluer dans le temps, vont être générées à différentes fréquences, etc. Donc, tout l'aspect temporel de ces données-là. Donc, une fois, supposons que là, on a trouvé la plateforme magique qui va nous donner accès à toutes ces données-là, ce qui va m'intéresser plus particulièrement, c'est comprendre ces données-là, comprendre leurs relations et leur évolution dans le temps pour pouvoir essayer de prédire ou de définir des algorithmes ou des systèmes d'analyse beaucoup plus puissants. Donc, tout ça demeure un défi pour le moment. Donc, j'aimerais résumer le besoin qui m'intéresse et les défis qui sont avec en 3 axes. Donc, ce qui m'intéresse principalement, c'est de
construire ce que j'appelle une vue unifiée de ces données-là. Donc, comme je viens de montrer, nos données, que ce soit des données d'un patient ou des données d'une population au complet, vont se retrouver partout. Et même à ça, ils vont avoir la même donnée qui se reproduit à plusieurs endroits peut avoir une sémantique différente. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de gérer ces problématiques-là ou la construction de cette vue unifiée en 3 axes. Donc, je résume les défis premièrement avec l'axe d'intégration. Donc, ici, ça consiste, ce qui m'intéresse dans l'intégration, parce que c'est vraiment très large, ce qui m'intéresse, c'est de construire des processus automatisables pour garantir ou gérer l'interopérabilité syntaxique, sémantique et technologique de tous ces données-là. Pourquoi un processus automatisable? Parce que ces données-là vont changer tant qu'au niveau structurel et sémantique et technologique dans le temps. Donc, assurer d'avoir un processus automatisable qui va être maintenable à long terme et qui va permettre justement aussi de gérer la qualité de ces processus-là. C'est un point très important. Donc, il ne suffit pas de créer une fois, on intègre une fois les données, puis on oublie ça. C'est un processus vraiment en amélioration continue en tout temps. Donc, le deuxième axe qui est plus ma spécialité depuis 3 ans, c'est l'historicisation. C'est le processus qui va permettre de faire le suivi et la traçabilité de l'évolution temporelle des données et de leurs relations. Donc, je m'intéresse à construire des modèles de données d'une façon à pouvoir garantir ce suivi-là et garantir l'intégrité de ce suivi. Donc, ne pas ajouter, de pouvoir détecter les incohérences entre le temporel des changements des données. Ensuite, on a bien sûr l'axe qui vient à la fin, c'est explorer les données. Une fois qu'on a pu intégrer ces données et on a pu récupérer toute l'histoire de l'évolution de ces données, il faut mettre en place des algorithmes pour profiter de toute cette richesse, de cette vue unifiée dans le temps. Donc, comment pouvoir rendre disponibles ces données-là pour répondre à des besoins d'analyse distribuée, d'algorithmes biomédicaux, d'algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer la prise de décision. Ensuite, ces axes-là sont intéressants si on les voit séparément, mais c'est encore plus important de les intégrer dans un système unique. On entend parler des systèmes de santé apprenants depuis un certain temps maintenant. Donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer ces solutions-là, donc l'intégration de données, l'historicisation et l'exploration dans un système continu en utilisant les données des soins qui sont générés de tous les jours, en pouvoir fournir aux études cliniques ces données-là et leur historique, générer des nouvelles connaissances et pouvoir ramener ces connaissances dans les pratiques de tous les jours. Donc ici, il y a plusieurs niveaux de défis d'historicisation au niveau des données en tant que telles, de données sources, puis aussi les connaissances. Donc les connaissances évoluent aussi au fur et à mesure, dépendamment des données qu'on a en entrée. Donc pouvoir faire l'évolution dans ces l'histoire de l'évolution de ces données à ces 2 niveaux-là, c'est aussi très important. Et ça demeure un défi jusqu'à présent. Donc, je vais présenter aussi l'idée d'un modèle de données qui est un peu différent des modèles de données statistiques ou d'autres modèles de données qu'on voit. Ici, on s'intéresse à des modèles de données de base de données en tant que telles. L'intégration des données existe depuis longtemps. Ce n'est vraiment pas un nouveau domaine. Donc, il existe depuis les années 70 avec ce qu'on appelle la création des entrepôts de données qui a débuté il y a longtemps. Avec ce domaine-là, il y a eu plusieurs approches d'intégration de données au fil des temps. Donc ici, je vous présente juste 3 approches. On a les intégrations de données par projet, on a les intégrations de données par source de données, puis on a des méthodes d'intégration par les connaissances. Jusqu'à présent, ce type d'intégration, on les voit toujours
dans une seule perspective, c'est la dépendance structurelle. Donc moi, j'aimerais, sur quoi je travaille, c'est de pouvoir faire l'intégration structurelle et sémantique d'une façon unifiée, parce que les deux évoluent en même temps, puis à un moment donné, quand les projets ou l'entrepôt devient très grand, bah, on va commencer à avoir une divergence, puis ça va devenir très difficile à maintenir. Donc mon idée, c'est de pouvoir mixer les dépendances structurelles et sémantiques tout au long du processus d'intégration et de l'évolution. Donc, si je résume brièvement les différentes approches, donc l'approche par projet, l'idée de cette approche-là, c'est qu'on va intégrer au fur et à mesure les données selon les projets qu'on a. Donc, ce qui va guider le processus d'intégration ou les transformations de données qu'on récupère des sources de données vont dépendre des exigences du projet lui-même. Donc, un projet va pouvoir sélectionner plusieurs sources de données où les données sont stockées, puis qui nous intéressent pour une étude clinique particulière. Puis, c'est ça qui va guider le processus d'intégration au fur et à mesure. Donc, un des avantages, c'est que si le projet guide le processus d'intégration, il va avoir le post-traitement des données pour les chercheurs seront vraiment réduits parce qu'on va supposer que tout est déjà réglé dès le départ. Cependant, la charge aux sources de données est beaucoup plus grande parce qu'ils vont devoir changer ou refaire carrément le processus d'intégration selon le projet auquel ils participent. Donc, dans l'approche par source, c'est la source, c'est les données sources qui vont guider le processus d'intégration. Donc, chaque source de données connaît la sémantique de ces données. Ils vont pouvoir, grâce à leur structure et sémantique, intégrer ou définir un modèle d'intégration beaucoup plus générique qui dépend de leurs données. Puis les projets peuvent réutiliser ces processus d'intégration selon les sources aussi utilisées. Finalement, on a des intégrations par modèle de connaissances, là où les projets, les sources de données s'entendent sur un modèle de connaissances commun. Puis l'intégration et la transformation des données, que ce soit structurelle et sémantique, se fait une seule fois pour tous les projets et pour les sources. Donc, mais on a aussi un défi de s'entendre sur un modèle de connaissance, qui est un autre défi à un autre niveau, mais cependant, une fois que le modèle de connaissance est fixé, les sources de données vont pouvoir faire un processus d'intégration qui est uniforme, puis il va être évolutif à partir d'une seule source, c'est le modèle de connaissance. Par contre, les modèles de projet le processus d'intégration va changer selon les projets et si on prend en mode source, l'intégration va changer selon la source. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les approches. Pour les approches qui ne sont pas entrepôt, on a exactement les mêmes défis. C'est les mêmes approches, mais un peu plus complexes. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a aussi des approches un peu plus complexes quand les données sont réparties. Mais ça reste un peu la même question de dépendance structurelle et sémantique qui est en jeu. Donc, pour faire l'intégration, pour résumer, il y a beaucoup de défis qu'il faut prendre en compte. Il y a des défis de gestion de l'évolution des données en tant que telle et la traçabilité de l'évolution syntaxique, sémantique, de gouvernance, la gestion des données manquantes qui est un sujet très important. En tout ça, c'est le défi d'automatiser tous ces processus-là et de pouvoir les réutiliser parce qu'une fois on a mis en place un outil, un processus d'intégration, c'est vraiment, ça coûte beaucoup plus cher de le faire à nouveau à chaque fois. Donc, l'idée ici qu'on a mis en place, c'est l'idée de récupérer ce qu'on faisait dans les bases de données avec ce qu'on appelle une architecture trischématique. L'idée de base, c'est de décomposer notre modèle de données en 3 étapes ou en 3 schémas. Chaque schéma va avoir un niveau d'abstraction élevé, puis ces 3 schémas, on va avoir des algorithmes qui vont faire la traduction de l'un de l'autre, ce qui va garantir la maintenabilité au fur et à mesure.
Donc, on a ce qu'on appelle au début le schéma conceptuel. Donc, c'est le schéma qui va être le plus proche aux utilisateurs et le plus proche aux données qui sont générées par les processus. Donc, ce schéma-là est généralement construit à l'aide des analystes métiers ou des professionnels eux-mêmes. Ce schéma-là conceptuel va permettre de construire le schéma logique qui va être vraiment utilisé pour stocker les données, partager les données ou même faire des algorithmes d'analyse. Une fois qu'on a ce schéma logique va être utilisé comme schéma physique selon la technologie qu'on a choisie. Donc, traditionnellement, on construit les schémas conceptuels avec ce qu'on appelle des modèles entité association ou UML ou d'autres modèles du genre que peut-être vous avez entendu parler. Ces modèles-là sont des modèles graphiques. Donc, on a des cercles pour définir des entités comme patient, prescription, admission, etc. On a aussi des liens, des relations qui vont permettre de relier ces entités-là. Cependant, quand on veut faire des études complexes ou des données beaucoup plus complexes qui proviennent de partout, ce modèle-là n'est pas suffisant et il est difficilement partageable et maintenable à long terme. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller au niveau d'utilisation des ontologies pour le modèle conceptuel, qui va permettre en même temps de définir les connaissances des entités et de leurs relations qui existent. L'avantage de ce modèle, c'est un modèle qui est formel, donc on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la cohérence du modèle en tant que tel. Est-ce qu'il y a des contradictions entre les définitions ou pas? Et ce modèle-là aussi, normalement, ils sont construits en équipe et c'est des modèles consensuels. Une fois que ces modèles sont approuvés, on peut les utiliser ensuite et les partager pour que d'autres personnes puissent les utiliser. Puis on peut aussi faire des extensions sur ces modèles-là d'une façon beaucoup plus facile. Donc l'idée, c'est si on remplace le schéma conceptuel traditionnel avec les ontologies, ce qui va nous rester à faire, c'est comment traduire ces ontologies-là en des modèles de données, que ce soit pour le stockage ou l'échange de données. Donc ce que j'ai construit, c'est un modèle qui s'appelle Ontoral, donc ontologique relationnel, parce qu'on se base sur des concepts relationnels pour construire notre base de données. Ce logiciel-là va pouvoir transformer automatiquement ou à l'aide des paramètres qui va être supervisé par un architecte de données, va nous fournir un schéma logique qui va être utilisé automatiquement par les technologies qui existent déjà. Ici, on a une première version de ce logiciel travaille seulement avec les bases de données relationnelles comme Postgres, Oracle ou Microsoft. Mais on prétend en fait, on poursuit le travail dessus pour étendre cette transformation dans d'autres types de bases de données. Donc, l'idée derrière ce logiciel, c'est de fournir des règles de transformation uniformes qui vont garantir la qualité et l'uniformité de transformation au fur et à mesure que le modèle de connaissances évolue. Donc, les règles sont super simples, ils sont automatisables au complet, puis ils sont vérifiables. Donc, l'algorithme qui fait les transformations, on peut retracer les transformations au fur et à mesure qui se font. Puis, ces transformations sont paramétrables selon les besoins de l'étude. Donc, une fois qu'on a notre modèle de données, comment pouvoir ajouter une structure convenable pour garder l'évolution de ces données-là, c'est ce que j'appelle le processus d'historicisation. Donc, une fois qu'on a un modèle de données basé sur les modèles conceptuels, modèles de connaissances ontologiques, on va pouvoir passer à l'étape d'historicisation. Avant que je présente un peu comment ça fonctionne, j'aimerais distinguer entre temporalité et historicisation. Donc, la temporalité ou les bases de données temporales, ça présente une donnée qui a une connotation temporelle. Donc, on a une date d'expiration, une date de naissance, une date de prescription du médicament. C'est des données avec des dates, c'est des dates temporelles. Mais l'historicisation consiste à
gérer l'évolution des données, de ces données-là, que ce soit temporelles ou autres données. Quand je dis gérer l'évolution, l'historisation permet de créer une structure de données qui va permettre de le faire, et aussi offrir des opérations ou des contraintes ou des algorithmes qui vont permettre de maintenir la cohérence de l'évolution ou détecter les incohérences entre les données qui évoluent dans le temps. Pour ce faire, on a besoin de définir des concepts de base. Qu'est-ce que ça veut dire un point temporel dans nos bases de données? Qu'est-ce que ça veut dire un intervalle temporel? Donc, tous ces points-là ont une définition formelle que je ne présente pas ici. Mais en gros, un point temporel, c'est un entier qui va pouvoir être transformé en plusieurs granularités, heure, jour, mois, année, ça dépend de la donnée auquel il est associé. Ce qui nous intéresse principalement, c'est les intervalles temporels, ce qu'on appelle dans le domaine des bases de données temporelles, période de validité. Donc, toute donnée qui va être dans nos bases de données va être associée à une période de validité qui a un point de début temporel et un point de fin qui va dicter l'évolution de cette valeur. Donc, à quel moment on a eu une valeur, date de début, à quel moment la valeur a changé. Donc, la date de fin est fermée, puis on crée des données, des nouvelles données, mais on va pouvoir suivre l'histoire avec ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison ou des créations d'intervalles. Donc, les opérateurs de base qui existent d'ailleurs depuis 1880, c'est les opérateurs d'Allen, c'est très connu dans le domaine de la temporalité. Ces opérateurs-là permettent de construire des intervalles entre des événements. Donc, ça permet de valider qu'un événement commence après un événement, ou un événement se produit en même temps qu'un autre événement, un événement jouxte avec un autre événement, etc. Une fois qu'on a ces concepts-là avec les opérateurs, qu'on les utilise pour construire notre histoire de l'évolution des données ou l'évolution des événements, j'ai créé ce qu'on appelle des contraintes temporelles ou des opérations qui sont beaucoup plus génériques, qui permettent d'empêcher certaines relations temporelles ou détecter des nouvelles relations temporelles. Donc ici, je distingue 6 grandes opérations. On a l'opération de redondance temporelle. Donc on a un événement qui se répète beaucoup en même temps, à plusieurs endroits. Cette redondance-là peut être bonne et peut être mauvaise, ça dépend du contexte. Mais l'opérateur de redondance permet de détecter ce genre d'événements dans le temps. On a les opérateurs de contradiction, donc on a des événements qui ont une valeur de test de laboratoire qui change en même temps. Donc ici, on a un problème de contradiction temporelle. Je vais vous montrer un exemple un peu plus tard. On a le contrainte ou l'opérateur de surconlocution, donc ça permet de trouver ou de détecter les événements qui se jouxtent, qui se suivent. On a les opérateurs d'inclusion, détecter les événements qui sont inclus dans d'autres événements. On a les opérateurs de compacité pour détecter des événements qui se produisent exactement en même temps. On a aussi l'héritage temporel. Donc, si on a plusieurs sous-événements, comment ces sous-événements évoluent par rapport à un événement par an, etc. Donc, toutes ces opérations-là sont déjà implémentées, puis qui suivent des règles temporelles bien définies. Donc, pour pouvoir implémenter correctement ces contraintes et ces intervalles, on doit distinguer des sémantiques de données, de temps, qui est très important pour comprendre l'évolution des données. On distingue 4 sémantiques différentes. On appelle ça des partitions temporelles. À partir d'une donnée, on va pouvoir partitionner en plusieurs ensembles selon la sémantique de la donnée de départ. Donc, on distingue des intervalles déterminés. Donc, c'est les données qui ont des intervalles de validité connus. Donc, on a la date de début, la date de fin. On a aussi des intervalles avec des débuts indéterminés, mais on connaît la date de fin, mais on ne connaît pas la date de début. On a des intervalles qui ont une date de fin, mais qui n'ont pas de date de fin indéterminée, mais qui ont une date de début.
Donc ici, la sémantique est différente. Puis on a carrément des intervalles indéterminés. Donc ici, c'est un exemple de données manquantes. Mais on sait que la donnée a existé dans le passé ou peut-être elle va exister dans le futur, mais à un moment donné, elle est indéterminée. Donc, grâce à ce processus, ces concepts et ces opérations, on va pouvoir manipuler les données et gérer l'évolution. Donc, voici un exemple super simplifié sur des doses de médicaments qu'on peut retrouver dans des prescriptions. Donc, supposons qu'on a une relation, une table avec les patients et le nom du médicament qui est prescrit, la dose et la date de validité de la prescription. Ici, pour simplifier, j'ai remplacé les dates par des entiers. Donc ici, on peut, par exemple, dans le premier tuple ou première information, donc un patient qui est P1, qui prend du ibuprofène à 600 mg du jour 2 au jour 10. Ça, c'est un exemple. Grâce à cette relation, on peut avoir une visualisation un peu sur un axe de temps comme ceci. Donc, une fois qu'on a cette relation-là, on peut appliquer nos opérations. Donc ici, si je veux détecter les redondances ou même empêcher les redondances de prescription, je considère que j'ai une redondance de prescription si j'ai pour le même patient le même médicament, la même dose. C'est les hypothèses qu'on met au départ pour que l'opérateur retourne des redondances. Donc ici, sur le schéma, on voit qu'on peut calculer le nombre de redondances par point temporel. Donc ici, du jour 2 au jour 4, on a 2 prescriptions du même médicament. Du jour 4 au jour 5, on a 3 prescriptions du même médicament. Après, une fois qu'on a détecté ce genre de choses, ça va dépendre de l'analyse de données, d'interpréter cette redondance comme pas bon. Donc, mais l'idée ici, c'est de pouvoir détecter ce genre de variation temporelle. Donc, voici un autre exemple de contradiction. Donc ici, le patient 2 a 3 prescriptions, mais les doses sont différentes. Donc l'idée ici, c'est de détecter les doses qui sont différentes, mais au même jour, par exemple. Donc ici, on voit chez le patient 2, il y a une prescription du 8 au 10, du clopidogrel, mais il y a 2 doses qui sont différentes. Mais du jour 10 ou du jour 11, il y a 3 doses différentes, etc. Puis à un moment donné, il y a juste une dose. Ici, c'est considéré, dans notre exemple, c'est considéré du jour 1 au jour 8, il y a juste une seule dose qui est 75 mg. Ce genre de données, on va pouvoir les extraire grâce à cette opération. Un dernier exemple, c'est l'exemple de compacité. Donc ici, on a 2 événements, où on a 2 données. On aimerait voir si ces événements ou ces informations se produisent en même temps et quels sont on appelle ça les trous temporels qui sont entre les deux. Donc ici, un exemple, on a une prescription d'une dose de médicament, mais aussi on a son administration. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le médicament en tant que tel, pas sa dose. Donc si on voit dans notre exemple ici, on a une prescription du patient 2 pour le clopidogrel du 1 au 12, mais on voit qu'on a une administration juste seulement à partir du 3. Donc ici, on a ce qu'on appelle un trou temporal du 1 au 3. Et on a aussi, de l'autre côté, on a une trou temporale du 12 au 4. Donc entre les deux, il y a une administration qui correspond à la prescription, mais il y a un manque dans les deux. Il y a un trou temporal dans cet événement-là. Donc, c'était un exemple simplifié pour comprendre comment les opérations puissent être utilisées. Donc, les prochaines étapes et perspectives, j'aimerais pouvoir utiliser ces opérations-là ou ce modèle d'historicisation pour faire du raisonnement temporel, pour aller plus loin. Donc, à partir des variables et leurs valeurs qui changent dans le temps, pouvoir inférer l'état d'un patient ou l'état d'une population ou l'état d'un événement quelconque, pouvoir inférer aussi les variations à travers le temps et pouvoir aussi inférer la tendance.
Pour faire ça, il faut mettre en place des algorithmes d'inférence temporelle et qui va nous permettre aussi de prédire l'évolution des données à travers le temps. Donc, c'est mes projets en cours, les projets futurs que je vais mettre en place en utilisant les modèles que je viens de vous montrer. Ensuite, une fois qu'on a les algorithmes de raisonnement temporel, il faut aller plus loin pour faire le raisonnement temporel multivarié, donc sur plusieurs variables qui changent en même temps et d'une façon répartie, parce qu'on ne pourra pas ramener les données à un même endroit. Donc aussi, je travaille avec mon équipe ici à Sherbrooke pour faire la partie raisonnement réparti. Puis, donc voilà. Je vous remercie. Mes travaux de recherche ont été subventionnés par plusieurs établissements. Donc, je travaille beaucoup en collaboration avec Paris, puis l'université en Italie, l'université de Bolzano, pour la partie théorique. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr. Kneissar, pour cette belle présentation instructive où vous me mettez la lumière sur des solutions potentielles de structuration des données en santé. On vous remercie pour votre attention et on vous invite maintenant à un moment d'échange avec notre conférencière. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou lever la main pour la poser en direct. Je pense qu'on a une question de la part de Cici Petit-Gant. Cici, est-ce que tu veux poser directement ta question ou on peut la lire Tu peux la lire, tu peux la lire. Ok, parfait. Alors, la question de Cécile, donc, étant donné la multiplicité des types et sources de données de santé, ne doit-on pas renoncer à standardiser, intégrer au niveau des sources de données sémantiques pour se focaliser sur la standardisation de la communication entre sources? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui en découle, est-ce que les données papier numérisées ou les données dans les standards non exploitables sont destinées à n'être jamais intégrées, interopérables? Je n'ai pas compris la deuxième question, mais je peux répondre à la première question, puis peut-être vous pouvez reposer la deuxième question. Okay. Pour la question de standardiser l'échange, oui, il y a des travaux qui existent tout à fait pour standardiser l'échange, dont peut-être vous avez entendu parler, FHIR, F-H-I-R, donc c'est un standard de HL7. Mais ici, l'idée, c'est de pas, je ne m'intéresse pas à standardiser l'échange en tant que tel, je m'intéresse à standardiser le modèle des données en tant que tel. Ce modèle-là peut être utilisé pour standardiser l'échange ou autre chose. Mais mon focus est plus d'avoir une sémantique et une structure uniforme des données pour pouvoir faire le suivi temporel. Donc oui, c'est vraiment rapproché, mais c'est des concepts un peu différents selon ma vision des choses. Donc, le système d'échange et le système de modélisation ne sont pas vraiment pareils. J'espère que ça répond à la question. Puis la deuxième? La deuxième, c'est est-ce que les données papier numérisées ou les données dans des standards non exploitables sont destinées à n'être jamais intégrées, interopérables? Les données papier. Ici, il va avoir... ça dépend comment on va intégrer les données papier, mais je pense que ici, c'est une question pour au niveau des sources de données. La seule chose que je peux faire dans mes travaux, c'est d'intégrer la source de papier, mais ici, je ne peux pas vraiment faire l'évolution des données en tant que telles qui sont écrites sur le papier. En tout cas, je ne traite pas cette question présentement. Merci, Dr. Kneissar. Une deuxième question de la part de Lilia. Qu'est-ce qu'on entend par modèle de connaissance? Oui, un modèle de connaissance, c'est une description des entités qu'on utilise de tous les jours. Donc,
par exemple, c'est comment on interprète comment on définit une prescription de médicaments, comment on définit un test de laboratoire, c'est quoi la sémantique d'une valeur qu'on trouve dans un résultat de laboratoire. Donc tout ça, c'est des connaissances qu'on partage qui peuvent être définies d'une façon formelle à la déontologie. Puis ces entités-là qu'on manipule, ils peuvent avoir des relations, relations entre elles, puis ces relations aussi peuvent être définies d'une façon formelle. Donc c'est l'importance ou l'intérêt des ontologies. Merci, Dr. Knaissar, pour votre réponse. Donc, je vois une question de la part d'Eduardo. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question sur la plateforme technologique que vous utilisez, Cloud On-Premise. Quel outil utilisez-vous pour formaliser et faire de l'inférence sur vos données? De plus, utilisez-vous le FHIR ou le standard OMOP? Si oui, pouvez-vous nous dire en quoi différent-il de votre modèle sémantique? Merci. Oui, merci pour la question. Comment dire? Présentement, je simule des données pour pouvoir créer une histoire. Parce que là, moi, je ne travaille pas sur l'accès aux données. Mon idée, c'est de pouvoir définir des modèles de données de qualité sur lesquels on peut vraiment faire du raisonnement temporel d'une façon uniforme. Donc, présentement, j'utilise des bases de données traditionnelles comme Postgres et Microsoft Server pour implémenter ces modèles de données et les opérateurs temporels qui viennent avec. Pour le raisonnement temporel, c'est un travail en cours, c'est un travail futur. On utilise des raisonnements qui proviennent des ontologies elles-mêmes. Donc, on a plusieurs types de raisonneurs de type temporel. Grâce à l'aide de l'ontologie, comme mon modèle de données est basé sur l'ontologie, les raisonnements existants dans les ontologies peuvent être utilisés pour faire du raisonnement. Ces raisonnements-là, actuellement, sont très basiques. Donc, mon point, c'est de pouvoir les étendre pour faire de l'analyse temporelle et ajouter toute la sémantique derrière l'état, parce qu'un état d'un patient, un état d'une donnée va pouvoir changer selon le contexte dans lequel elle est produite. Les algorithmes de raisonnement temporel présentement ne permettent pas de faire ça. Donc, mon objectif, c'est d'enrichir les algorithmes de raisonnement des ontologies existantes pour aller plus loin et prendre en compte le contexte médical ou le contexte clinique pour pouvoir faire du raisonnement et de la prédiction grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment un travail futur. Je ne suis pas rendue là encore, mais ça m'intéresse beaucoup de travailler sur ce point dans les prochaines années. Puis donc, non, je n'utilise pas FHIR ou les autres technologies d'échange. Je suis vraiment au niveau base de données présentement. Et Myriam, tu es en sourdine. Je m'excuse. Merci. Merci, Dr. Knaissar, c'est vraiment intéressant. Est-ce que il y a d'autres questions? Donc, une question de la part de Amal. Comment gérez-vous actuellement la temporalité dans un cadre distribué? C'est un travail futur. D'ailleurs, c'est un travail que je fais avec l'Université libre de Bolzano en Italie. Ils sont vraiment spécialisés en algorithmes distribués. Donc, l'idée, c'est de pouvoir... la difficulté ici, c'est de détecter les entités similaires au niveau distribué, puis pouvoir construire leur histoire temporelle sans vraiment les mettre ensemble. Donc ici, il y a un défi d'identification des entités pour commencer. Après, il faut pouvoir identifier leurs modifications à chaque source pour pouvoir reconstruire l'intervalle temporel complet. Donc, mais c'est des algorithmes en cours c'est des projets en cours de réflexion. On n'a pas de résultats concrets pour le moment sur ce sujet.
Merci pour votre réponse. N'hésitez pas à lever votre main si vous avez une question directe pour Dr. Knaissar. Donc, je vois une question de Pascal. Pascal Béliveau. Donc, merci beaucoup, vraiment très intéressant. Comment vous voyez les modèles de connaissances et l'historisation des données dans le cadre d'études multicentriques? Quels sont les défis? Oui, merci. Question très intéressante. Les défis, c'est de pouvoir trouver un modèle de connaissance consensuel. Puis une fois qu'on a fait ça, la difficulté qui va rester, c'est de comprendre comment les données sont structurées à la source, parce que ça va beaucoup influencer la structuration du modèle temporel. Et surtout, ça ne va pas influencer le modèle en tant que tel, mais ça va influencer la sémantique qu'on va avoir à la fin. L'idée ici, c'est de pouvoir créer le processus de transformation que j'ai montré dans les premiers slides. C'est là où il va y avoir la difficulté, c'est de pouvoir former les gens à créer des processus de transformation qui vont pouvoir garantir et garder l'évolution des données dans le temps. Puis ça va prendre juste, comment dire, le défi ici, c'est de vraiment former les gens à la source pour pouvoir faire les transformations convenables, pour s'assurer de garder la suivi de toutes les évolutions des données afin de pouvoir faire du raisonnement temporel plus tard. Merci beaucoup pour votre réponse. Karina, je ne vois pas d'autres questions, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à lever votre main pour poser vos questions directement. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Karina, oui. Oui, peut-être je me demandais, Dr. Knaissar, si vous êtes au courant de groupes de travail qui s'intéressent justement à établir des directives ou à réfléchir à justement comment est-ce que des projets multicentriques peuvent prendre place, puis comment on peut, les modèles de données peuvent se parler éventuellement pour pouvoir implanter des algorithmes comme ceux que vous proposez. C'est intéressant. Non, je ne suis pas au courant. C'est une initiative de qui ou c'est quoi le nom? Non, dans le fond, je vous demandais s'il y avait une initiative semblable à l'échelle, que ce soit canadien ou européen ou international. Non, pas à ma connaissance. En fait, pas une approche qui prend en compte l'évolution des données, en fait, l'historicisation que je viens de montrer. Ça, je connais pas, honnêtement. Est-ce que vous réfléchissez avec vos collaborateurs à établir de tels groupes de travail, ou c'est peut-être intéressant pour faire avancer les choses vos travaux sont très intéressants. C'est une question très cruciale, surtout avec le développement des bases de données présentement et des laboratoires de données tels que celui au CHUM Citadel. Donc, je me demande, est-ce que c'est un sujet de réflexion? Ou est-ce que vous focusez présentement seulement sur les travaux? Puis, ça serait peut-être dans un deuxième temps une suggestion. Ah non, mais actuellement, les modèles en fait, l'approche que je viens de présenter n'est pas intégrée au complet dans une plateforme d'accès aux données, parce que je répète, je travaille pas au niveau de la plateforme ou d'une plateforme particulière. L'idée, c'est de créer des modèles de données qui puissent être utilisés dans plusieurs plateformes. Donc, j'aimerais bien, si quelqu'un est intéressé d'essayer mes modèles dans leur plateforme, ça me fait plaisir de travailler avec eux. Ça pourrait être une bonne opportunité de prouver que le modèle est en bonne qualité, ou ça peut aussi prouver qu'il manque des choses. Ça m'intéresse aussi, encore plus d'ailleurs. Puis pour voir comment surtout que les modèles temporels peuvent être utilisés dans des algorithmes de machine learning, parce que cette partie, je n'ai vraiment pas fait ça encore.
je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore, puis échanger avec les collègues qui travaillent sur les problèmes d'accès aux données ou des problèmes d'analyse de données. Tout l'aspect temporel, il y a il y a la partie structuration des données en tant que telle, mais il y a la partie utilisation des données temporelles qui est un grand défi. Donc un jour, j'aimerais aller là, bien sûr, pour montrer l'avantage d'avoir un modèle historicisé un peu plus évolué, puis pouvoir aussi évoluer le modèle en tant que tel, parce que le modèle actuellement est basé sur des fondements théoriques, mais j'ai pas encore mis en place une vraie étude clinique qui utilise ces modèles-là. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir faire ça en collaboration avec des personnes intéressées. Ça, c'est sûr. Parfait. Donc, l'appel est lancé au travers des personnes qui assistent à la conférence, puis au travers des membres de la communauté. Donc, si jamais vous souhaitez rejoindre Mme Kleiser, je vais publier son courriel dans le chat. Merci. Merci. Je vois une question de la part de Yacine. Tu peux prendre la parole. Oui. Ouais, en fait, vous avez répondu un peu à la question. En fait, on serait super intéressé avec l'équipe du centre de recherche de Douglas de parler avec vous par rapport à ça. En fait, donc je vais vous écrire. Oh, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Merci Yacine. Anthony? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Écoutez, malheureusement, j'ai manqué une partie de la présentation, mais je trouve ça super intéressant de essayer de caractériser des échantillons de données sur la base de temps, puis voir l'évolution. Ça me fait penser à plusieurs choses. Je vais juste les mettre ensemble. J'essaie de m'exprimer, puis me poser des questions, puis on peut prendre ça offline si jamais c'est plus pertinent d'en parler à un. Je sais qu'il y a la base de données Mimic 3. C'est une base de données de FusionNet qui vient des États-Unis. Donc, il y a beaucoup de données là. Et j'ai vu des études qui regardent ça avec le Time Series Analysis pour voir avec le temps ce qu'on peut prédire un état septique, un état de choc. Donc, ça me fait penser un peu, pas tout à fait à ce que vous faites, mais ça me donne ces idées-là. Et je me demandais où en êtes-vous avec le développement de ces modèles avec des modèles comme avec l'utilisation du machine learning. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez fait? Je m'excuse, c'est ça que vous avez déjà expliqué. J'ai manqué quelques bouts, j'avais des appels qui sont rentrés. Oui, non, en fait, c'est les travaux que j'aimerais faire. Intégrer en fait, comprendre comment le machine learning va pouvoir utiliser l'évolution temporelle, parce que je sais que tout l'aspect temporel est un défi pour les algorithmes de machine learning présentement. Puis j'aimerais pouvoir travailler plus dessus pour voir comment l'évolution des données peut avoir un impact sur les résultats du machine learning. Ce qui m'intéresse, c'est plus côté validation des algorithmes de machine learning en tant que tel que de les faire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent sur le data shift qui cause beaucoup de problèmes sur les machine learning à cause de changement des données. Donc à chaque fois, ça dépend des algorithmes qu'on fait, mais parfois il faut réentraîner les algorithmes parce que les données sont changées, puis ça donne des résultats qui ne sont pas prévus au départ. Donc tout cet aspect-là, je pense que si on arrive à intégrer l'évolution et les relations de l'évolution de données, ça peut enrichir beaucoup les algorithmes de machine learning qui existent. Mais comment faire ça, j'ai aucune idée, mais j'aimerais bien en apprendre plus sur cet aspect-là. Donc, Christina, je réponds à votre appel de quelques secondes. Je travaille au CUSUM, je suis médecin urgentologue, je fais un peu de recherche. Je suis capable d'avoir accès à la donnée dans notre système d'information, à savoir qu'est-ce qui arrive avec un patient, si c'est in vitro avec le temps, et pendant qu'il est à l'urgence. Donc, je serais intéressé à collaborer avec vous. On pourrait s'en parler. Je vous envoie un courriel. Super, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je vois une question ou une préposition de François Pelletier. Peut-être regarder des algorithmes d'économétrie qui ont des éléments pour gérer les échanges structurels choc. Est-ce que François, tu veux prendre la parole pour discuter avec Dr. Kneissar
sur ce point? Oui, je cherchais mon micro. Là, vous devriez même me voir. C'est bon. Moi, mon background est au niveau des sciences actuarielles. Donc, en actuariat, on est habitué de regarder des séries chronologiques sur du très long terme. Puis c'est là-dessus essentiellement que l'actuariat est bâti, là, essentiellement le calcul de l'assurance. Puis dans le domaine de la santé, ben, c'est le calcul futur, par exemple, des coûts pour différentes maladies, par exemple. Puis ben, maintenant, je me suis joint à la communauté il y a quelques temps. J'ai bifurqué dans ma carrière, mais bon, j'ai ce background-là avec les modèles économétriques où ce que, par exemple, on est capable de détecter des moments où ce que le modèle qu'on utilisait, par exemple, de série chronologique, ne fonctionne plus parce qu'il est arrivé un événement. En finance, ben, ça peut être un 11 septembre, ça peut être un crash boursier, ça peut être le début de la guerre en Ukraine, des choses comme ça. Dans le cas d'un patient, ben, ça peut être, par exemple, ses données de santé jusqu'à temps qu'arrive un événement, par exemple, une hospitalisation. Puis là, on peut créer des modèles qui sont capables de tenir compte des chocs, qui va être différent pour chaque personne, oui, dans ce cas-là. Mais si on veut de les aligner, c'est qu'au lieu de prendre le temps avec les dates de calendrier, ben, on les aligne sur le moment de l'événement. C'est qu'après ça, ben là, tu es capable d'entraîner des modèles sur le avant hospitalisation ou avant crise cardiaque ou avant accouchement ou peu importe l'événement. Et après, avec un nombre de jours ou d'heures ou de secondes qui est en relatif. C'était ça, je me suis dit, ça peut être une façon d'amener les modèles développés en économétrie puis de les appliquer en santé si on aligne les événements ensemble. Économétrie. Merci. Non, je ne connaissais pas, effectivement. C'est un point très intéressant. Ah, l'idée m'est venue comme ça parce que je me suis dit, il me semble que j'ai déjà vu ce problème ailleurs. En finance, c'est fréquent, ce genre de problème-là. Super. Merci beaucoup, François. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on n'a plus d'autres questions. Merci beaucoup, Dr. Kneissar. C'est vraiment une thématique très intéressante et qui est importante pour tout projet. Il y a surtout tout autre projet en amont de ces projets-là. C'est vraiment intéressant. Un grand merci pour vous, pour votre présentation, vos explications. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation aussi. Nous vous invitons à compléter un court sondage suite à la conférence. Et si vous êtes aussi intéressé pour rejoindre la communauté, n'hésitez pas aussi à compléter le formulaire d'inscription. Les liens seront partagés par Karina sur le chat. Merci beaucoup et n'hésitez pas à contacter Dr. Kneissar pour continuer les échanges en fait. Merci beaucoup à tout le monde pour les questions et pour l'animation.